Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Chastel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du MR et l'actualité de ces dernières semaines, ça reste Publifin, sans fin. Mais je voudrais revenir à quelque chose qui s'est passé il y a 11 ans. C'était le 5 septembre 2005. Un certain Olivier Chastel était lanceur d'alerte à Charleroi, puisque c'est vous qui avez déclenché cette affaire de la Carolo. Vous avez eu finalement la tête de Jean-Claude Van Cauwenberg. Et en 11 ans, qu'est-ce qui a changé ? J'ai quand même le sentiment, côté wallon en tout cas, qu'on a mis un certain nombre de règles en place en matière de limitation du cumul des mandataires, en matière de déclaration de revenus, de cadastre. Mais l'histoire nous montre aujourd'hui que ça n'était pas suffisant. Certaines règles ne sont pas assez précises, ne sont pas assez élargies et il y a très peu de transparence, notamment en matière de rémunération de l'ensemble des mandataires. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une commission d'enquête au Parlement wallon. Le PS et le CDH sont finalement d'accord avec vous. Pas de commission spéciale, mais plutôt une commission d'enquête. Bonne nouvelle ? Plutôt. Ça avait d'ailleurs très mal démarré la semaine passée en commission spéciale, puisque André Gilles, le président de l'intercommunal Publifin, était venu, soi-disant, répondre aux questions des parlementaires sans y répondre. Donc je pense que ça a conditionné indiscutablement le choix du PS et du CDH de revenir en arrière, de se rendre à l'évidence qu'on avait besoin d'une commission d'enquête pour faire le point complet sur l'affaire Publifin, mais peut-être dans d'autres structures, voir un peu les différentes responsabilités, que ce soit des responsabilités politiques ou de l'administration qui, en Wallonie, est en charge du contrôle du cumul des mandats et des rémunérations des mandataires, de voir comment tout ça a fonctionné au sein d'une structure un peu nébuleuse qui était devenue Netis et l'ensemble de ses filiales. Alors pourtant, votre chef de groupe au Parlement wallon, Pierre-Yves Jolet, ne pourra pas participer à cette commission d'enquête. Oui, je pense qu'effectivement, dans une commission d'enquête, et ça a été le cas au fédéral, on fait appel souvent à des magistrats qui déterminent les incompatibilités pour les parlementaires d'y siéger. Et donc, sans doute qu'une des incompatibilités pour siéger dans cette commission sera le fait d'appartenir à un exécutif d'une commune qui dépend de la zone géographique de Publifin. C'est ainsi que Pierre-Yves Jolet, qui est bourgmestre de Herve, est très actif sur le dossier Publifin, s'en déportera. Donc ce n'est pas lui personnellement, mais c'est une règle finalement de bonne gouvernance. Oui, c'est une règle, j'ose dire, peut-être une des règles qu'on fixera avant de commencer cette commission. Alors, c'est le PS qui est en cause, souvent, et Pierre-Yves Jolet, et vous aussi, vous le dites dans cette affaire-là. Finalement, la proposition de Benoît Ludgen, encore répétée ce matin dans Sud Presse, c'est de sortir le PS des majorités. Il s'adresse à vous directement. Il dit le MR demande, qu'il agisse d'abord là où il en est capable, c'est-à-dire au niveau de la province de Liège, où il est en majorité avec le PS, aux libéraux à prendre leurs responsabilités d'abord. Alors, cette proposition vous intéresse ? Vous savez, c'est un vaste écran de fumée. L'attitude du CDH depuis le début est d'essayer de se démarquer du PS et de la responsabilité collective du gouvernement wallon, qui a manqué de courage en la matière, qui depuis 2 ans et demi n'a pas mis en place, ne fût-ce que ce qui avait été décidé sous la législature précédente en matière de transparence et de gouvernance. Et c'est d'essayer de se distinguer, de se déscotcher du PS. Cette proposition n'en est pas une, puisqu'à la fois Benoît Ludgen dit on pourrait changer les majorités, mais son chef de groupe à Namur, M. Fourny, dit ce gouvernement wallon ne tombera pas sur l'affaire Publifin. Donc ça n'est pas une proposition, on l'a bien compris, c'est simplement la volonté du PS d'essayer d'associer PS et MR au travers de la majorité provinciale à Liège dans les responsabilités Publifin. Mais donc, pour vous, c'est une fin de non-recevoir à cette proposition. Mais je n'ai même pas à réagir par rapport à ce qui n'est même pas une proposition, puisque j'entends d'autres membres de la formation politique, le PSC... C'est le patron, c'est le président le patron quand même. Oui, mais j'ai presque envie de dire en boutade, c'est le retour du PSC. L'un s'adresse à la gauche, l'autre s'adresse à la droite, et tout ça en créant un vaste écran de fumée. Alors à Bruxelles, vous aviez dit vous-même que Bruxelles était un peu en retard par rapport à la Wallonie pour toute une série de règles en matière de gouvernance. Vous maintenez cela ? Ah oui, je pense que le mérite de la Wallonie ces 10 dernières années, c'est d'avoir mis un certain nombre de règles en place. À Bruxelles, on en a très peu mis en place. Par exemple, on ne connaît pas à Bruxelles de plafond de limitation des revenus dans les intercommunales. Elle existe en Wallonie et tous les mandataires la respectent.
À Bruxelles, on n'a pas cet organe central de contrôle du cumul des mandataires. Il y a pourtant 11 ans que cet organisme... 11 ans, 11 ans. Ça fait 11 ans que cet organisme est prévu à Bruxelles et qu'aucun des gouvernements successifs n'a mis en place. C'est aujourd'hui d'ailleurs le secrétaire communal de chaque commune qui est chargé de réceptionner les déclarations de mandat et de rémunération des différents élus bruxellois. Il n'y a pas d'organe central. Et alors les deux régions sont fautives sur un point qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas de commission de déontologie comme il en existe une au niveau fédéral. En fait, depuis 2014, depuis 2 ans et demi, il y a un accord de coopération entre la COCOF pour Bruxelles et le Parlement wallon pour créer cette commission de déontologie. Et les présidents des deux parlements, la présidente de la COCOF, le président du Parlement wallon, n'ont pas daigné mettre en place, alors qu'il leur suffit de désigner l'un quelques représentants et l'autre quelques autres représentants pour avoir une commission de déontologie auquel... C'est ce que le MR demande aujourd'hui. Nous le demandons depuis longtemps. Et dans les propositions de Vincent De Wolf et de notre groupe à Bruxelles, on retrouve effectivement toute une série de propositions, limitation du cumul des mandats dans les intercommunales, cette fameuse commission de déontologie qui pourrait être aussi celle qui vérifie les déclarations de cumul de mandats et de rémunération des élus de la région bruxelloise. Alors, Olivier Chastel, vous êtes pharmacien de formation, donc tout ce qui se passe en matière de sécurité sociale vous intéresse évidemment. Et je voudrais parler des médicaments avec vous, parce qu'on a donné toute une série de médicaments qui, à partir de 2017, ont augmenté, le remboursement diminue, il y a des nouveaux traitements qui arrivent par ailleurs. Quelle est la politique véritable de Maggie De Block en la matière? Ce n'est pas toujours très lisible. Oui. C'est de faire des économies quand même sur le dos du patient? C'est d'abord sans doute un problème de communication. Moi, j'ai bien analysé les décisions prises par ce gouvernement, initiées par Maggie De Block. Alors c'est vrai, on met en évidence l'augmentation du ticket modérateur sur les antibiotiques ou le non-remboursement d'un certain nombre de sprays nasaux, encore que certains... On peut encore les prescrire et restent remboursés quand ils sont moins nocifs parce qu'ils contiennent de la cortisone et qui ne sont pas simplement des vasodilatateurs. Il y a comme ça quelques exemples. Mais à l'inverse, il y a toute une série de techniques innovantes qui sont bien mieux remboursées, plus accessibles. Le combat contre le VIH, contre l'hépatite C, toute une série de techniques qui touchent la lutte contre le cancer sont beaucoup plus accessibles. Ça coûte très très cher. Et je veux simplement dire que les quelques mesures d'augmentation du ticket modérateur dont on a beaucoup parlé dans la presse, Maggie De Block ne les a pas inventées. Ce sont les spécialistes qui évoquent une surconsommation des sprays nasaux ou des antibiotiques. Et donc il fallait faire quelque chose en la matière. Mais ceci est largement compensé par ce qu'on dépense en techniques nouvelles, en accessibilité des soins de santé. Il faut d'abord dire que en 2017, le budget des soins de santé augmente par rapport à 2016. On entend souvent dire qu'ils ont fait 900 millions d'économies. Mais les soins de santé, le budget des soins de santé augmente de 583 millions en 2017 par rapport à 2016. C'est moins que prévu. C'est moins que ce qu'il aurait dû augmenter. On fait toujours référence à une norme théorique. Moi, j'ai été ministre du budget dans un gouvernement précédent. C'était d'autres ministres. On fait toujours des économies par rapport à une norme de croissance théorique. Mais vous reconnaissez qu'il y a un problème de communication. On a l'impression que le discours un peu de dire « la sécu va bien », c'est inaudible. On entend plus « ça va mal, ça va très mal », à cause du gouvernement. Non, pourtant, s'il y a bien, nous en particulier, s'il y a bien un domaine que nous voulons conserver, c'est le domaine de la sécurité sociale. On sait très bien les services que rend la sécurité sociale en matière de pension, en matière de chômage, en matière de santé publique. La sécurité sociale, c'est quasiment 70 milliards dans notre pays. Ne rien faire, parce que je veux évoquer quelque peu la réforme de la sécurité sociale, ne rien faire quant à son financement, ce serait mettre en péril pour les années à venir, puisque ça ne cesse d'augmenter, cette sécurité sociale à laquelle nous tenons. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement planche pour le moment, et les textes sont en discussion au Parlement, sur une réforme de la sécurité sociale. On ne bouge pas les grands piliers qui financent la sécurité sociale, mais on devait en modifier quelques éléments, puisque la 6e réforme de l'État a régionalisé certains pans, comme les allocations familiales par exemple, et en fonction du tax shift que ce gouvernement met en place en diminuant les charges qui pèsent sur le travail et notamment en diminuant les cotisations personnelles des travailleurs et les cotisations des employeurs, on finance un peu moins la sécurité sociale. Il fallait donc revoir le mécanisme de financement. C'est ainsi d'ailleurs qu'on fait beaucoup plus participer qu'avant le capital au financement de la sécurité sociale, puisque la part du précompte mobilier augmente dans le financement de la sécurité sociale. Et on a voulu, c'est vrai,
injecter dans tout ça, et notamment pour la dotation d'équilibre qui vient compenser le déficit au bout de l'année de la sécurité sociale. Injecter du contrôle. Un peu de contrôle. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos concitoyens se disent, en fin de compte, qu'ils payent des impôts, c'est vrai, mais on fait attention à l'argent récolté et on ne dépense pas sans contrôler, sans mécanisme de responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale, l'argent de nos contribuables. Et pour le patient, pour le pensionné ou pour le chômeur, rien ne change. Je veux dire, tout le monde continuera à bénéficier de cette sécurité sociale. En dehors du discours de conviction que vous avez là, il y a des problèmes, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les médecins. On sent qu'il y a quand même un nœud, les syndicats ne sont pas contents, il y a un nœud autour de la sécurité sociale. Donc comment sortir de ce nœud en quelques secondes? Le dialogue. Il faut du dialogue. Et je pense que Maggie De Bloch a entrepris, sous certains aspects, un dialogue. Il faut l'intensifier. Alors, terminons sur un autre texte qui est en discussion au Parlement. C'est le texte sur les CPS et sur le secret professionnel des assistants sociaux. Et là-dessus, le recteur de l'ULB s'est adressé à Charles Michel. C'est repris dans Le Soir, notamment ce matin. Je le cite, « C'est le secret professionnel en tant que tel qui est balayé. Une fois la loi adoptée, je ne vois aucune raison que le principe ne s'applique pas aux journalistes, aux médecins, aux avocats. C'est la stratégie des petits pas. » Alors, est-ce qu'il y a un agenda caché de la part de la majorité? Alors, absolument pas. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a demandé au Parlement de réfléchir parce qu'en commission d'enquête terrorisme, le procureur général de Bruxelles est venu témoigner du fait qu'un certain nombre de CPAS et de CPS de la région bruxelloise refusaient de collaborer à une enquête terrorisme. On pense que les assistants sociaux notamment, mais pas que les assistants sociaux, doivent pouvoir livrer un message aux autorités judiciaires quand ils ont constaté quelque chose en lien avec le terrorisme. Et notamment répondre aux questions des enquêteurs quand c'est mandaté par un magistrat. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas, ils ont un secret professionnel. Le fait de lever le secret professionnel ne vise d'ailleurs que l'aspect terrorisme et que ce qu'ils ont pu percevoir en lien avec la présomption de terrorisme. Rien à voir avec... Non, mais non seulement rien à voir avec le secret médical, rien à voir avec les revenus de ces gens-là, uniquement l'aspect terrorisme. Moi, je considère que les assistants sociaux sont aussi des citoyens. Et en tant que citoyens, moi, je suis certain que certains assistants sociaux auraient voulu, s'ils en avaient la possibilité, répondre aux questions qu'on voulait leur poser, ou parfois même spontanément expliquer qu'ils avaient vu quelque chose d'un peu suspect en matière de terrorisme. Il n'est pas du tout question de vouloir aller plus loin en la matière, c'est vraiment circonscrire le problème au terrorisme, sur base de témoignages du procureur général qui nous dit vouloir bénéficier de la collaboration des institutions sociales et notamment des assistants sociaux, ce qui n'est pas le cas manifestement dans certains cas aujourd'hui. Merci Olivier Chastel, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.